Événement ce soir dans Quotidien avec la diffusion d'une vidéo choc. Nous allons vous montrer la dernière vidéo de L214, cette ONG de défense des animaux dont tout le monde parle. Et nous allons recevoir les deux cofondateurs de l'ONG et l'auteur d'un livre sur eux que voici. Voici Brigitte Gauthier, Sébastien Arsac et l'auteur de L214, une voix pour les animaux, Jean-Baptiste Delamo. Les voici. Bonsoir Sébastien, bienvenue. Bonsoir Brigitte, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous les trois, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, bonsoir. Vous êtes les cofondateurs de l'ONG L214 de défense des animaux. Je crois qu'on peut dire que vous êtes en couple, vous avez deux enfants. Vous êtes rencontrés en terminale et vous êtes venus aujourd'hui avec une vidéo qui va faire beaucoup parler et qu'on va regarder dans quelques minutes. Jean-Baptiste Delamo, bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, L214, une voix pour les animaux. Et je voudrais qu'on lise la citation qui ouvre votre livre, signé Milan Kundera. Je vous laisse la lire. Là, dans l'écran ici, elle va apparaître normalement. Le véritable test moral de l'humanité, ce sont les relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Question personnelle, à quel moment de votre vie vous avez eu le déclic? À quel moment vous vous êtes dit « stop, c'est plus possible » En lisant une bande dessinée, Le Lama Blanc de Jodorowsky, où il y a eu le déclic qu'il y avait des civilisations qui ne consommaient pas d'animaux. Et moi j'étais contre la corrida par exemple, et je mangeais du lard sur mon canapé. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Les cochons, là, qui se retrouvent... la corrida, c'est on peut éventuellement comprendre pourquoi, voilà. Mais après, pour ce qui est de consommer de la viande ou... Et se rendre compte qu'il n'y a pas de nécessité à manger les animaux, à un moment donné, que dans le temps ou dans l'espace, à d'autres civilisations, on avait fait d'autres choix. Et après, de se rendre compte que ce que c'était que l'élevage des cochons sur sol bétonné, avec les mutilations, ce que c'était que le transport et l'abattage des animaux. À un moment donné, ça a fait un déclic, et puis voilà, on s'est décidé du jour au lendemain de ne plus manger les animaux, ce qui à l'époque c'était il y a une vingtaine d'années, était peut-être un petit peu extraterrestre, mais aujourd'hui c'est un vrai débat, j'ai l'impression, de philosophie qui est installé, qu'on retrouve à plein de niveaux de la société, auprès des scientifiques, auprès de philosophes et du grand public de plus en plus. Et votre but, c'est qu'on devienne tous véganes ? Notre but, c'est qu'on arrête de tuer les animaux, effectivement, et du coup, ça change nos pratiques alimentaires. Alors, vu d'ici, dans une société qui mange massivement de la viande, ça peut paraître un petit peu déstabilisant, ça nous sort de notre zone de confort, mais en vrai, ça change pas grand-chose. On continue de manger ensemble, d'être conviviaux, d'avoir du plaisir et de bien manger. Et vous parlez carrément de dictature de la viande, et vous voulez y mettre un terme pour qu'on comprenne bien. Vous réclamez quoi ? La dictature de la viande aujourd'hui, c'est justement cette difficulté à pouvoir montrer ce qui se passe pour les animaux, de quelle façon ils sont élevés, de quelle façon ils naissent, comment on les transporte, comment on les tue, comment on les pêche. Et il y a une espèce de grande chape, quand on essaye d'aller sortir des images, justement, on se heurte. On a montré très peu d'images finalement. On est connu pour ces vidéos chocs, mais on en a montré qu'une toute petite parcelle. On a soulevé à peine un voile encore sur ce qui se passe pour les animaux. Nous-mêmes, on découvre encore des pratiques qu'on ignorait à chaque fois qu'on sort une nouvelle enquête. Et du coup, cette dictature de la viande, c'est ça. C'est le fait que on juge la situation comme normale, nécessaire, naturel, et que jamais on remet ça en question, quoi. Et nous, ce qu'on essaye de soulever, c'est justement cette question inquestionnée. Est-ce que aujourd'hui, 21e siècle, sachant que les animaux sont des êtres sensibles, sachant qu'il n'y a aucune nécessité à les consommer, comment ça se fait qu'on en tue 3 millions dans les abattoirs tous les jours, plus des dizaines de millions de poissons? Jean-Baptiste, on découvre plein de nouveaux mots dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition de 3 d'entre eux? On va les voir apparaître aussi. Il s'agit d'antispécisme, de sentience et de zoopolis. Alors je vais essayer de faire bref, ce sont de vastes sujets. Pour comprendre l'antispécisme, il faut d'abord comprendre ce qu'est le spécisme. Le spécisme, c'est une idéologie couramment répandue qui considère que certaines espèces sont supérieures à d'autres et que par là, elles bénéficieraient de droits, elles bénéficient dans les faits de droits qu'elles refusent à ces autres espèces. Vous parlez de l'homme. Voilà, tout à fait, et qui légitime aussi l'exploitation donc des espèces soi-disant inférieures. L'antispécisme, par opposition, considère que l'appartenance à la race et à l'espèce n'est pas un critère de considération valable et que tous les individus sensibles doivent bénéficier d'une même considération de leurs intérêts.
Ça, c'est pour Donc, l'antispécisme. on en parlait tout à l'heure, Un Valentine. animal égale un humain. Alors, ça ne dit pas qu'un animal égale un humain. Ça ne veut pas dire que nous demandons les mêmes droits pour les humains et pour les animaux, mais qu'il faut considérer pour chaque être vivant et sensible ses intérêts, les intérêts qui lui sont Mais propres. je vais être un peu caricatural volontairement. Un enfant tué, c'est pareil qu'une vache tuée? Alors, ça, c'est aussi un autre débat. Ce qu'on tient à soulever comme questionnement, c'est que l'antispécisme suggère des droits qui sont des droits fondamentaux. Par exemple, le droit de ne pas être exploité, le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être enfermé. Et aussi des droits positifs, comme par exemple le droit d'être libre. En partant de là, ça déplace notre regard sur les animaux et ça nous engage à reconsidérer totalement leur position dans notre société, notre rapport avec eux. Sentience. La sentience, Rapidement, en une phrase, sentience. c'est la capacité des animaux à éprouver de la douleur, mais aussi des émotions. Et Zoopolis. Zoopolis, c'est le titre d'un livre écrit par Sue Donaldson et Will Kimlicka, j'ai oublié son prénom, qui imagine une société dans laquelle les hommes et les animaux pourraient cohabiter sans que l'homme exploite l'animal. Et qu'on soit d'accord, une vache et un enfant, c'est pas pareil. Non, c'est clair, c'est pas pareil. Mais c'est pas l'histoire. Il n'y a pas de concurrence entre la vache et l'homme, ou rarement. Il y a des situations qu'on pourrait imaginer de concurrence entre deux êtres humains, entre une vache et un être humain, des choses comme ça. Et les réponses pourraient être claires ou pas claires. Mais l'idée, il n'y a pas de concurrence aujourd'hui. Quand on mange un steak, il n'y a pas de concurrence. C'est pas je mange pas de steak et je meurs ou voilà. Et donc c'est ça aussi. C'est pas l'idée de donner un droit de vote aux poules. C'est vraiment de considérer que ces animaux-là ont une personnalité propre, qui leur est propre, une vie psychique. Ce sont des individus. Et qu'à partir de là, ils ont des situations qu'ils fuient. Il y a des situations où ils veulent résister. Il y a des situations qui leur sont agréables. Il y a des relations d'empathie entre eux. Et c'est ça qu'on découvre aujourd'hui en éthologie de toute façon. Et il y a une déclaration de Cambridge sur la conscience qui est une conférence qui a réuni les personnalités les plus imminentes aujourd'hui sur la recherche sur le cerveau, qui ont fait une déclaration pour dire que les animaux, les mammifères, les poissons et un certain nombre de poissons, d'animaux aquatiques, avaient la conscience. Et les oiseaux avaient la conscience. Donc à partir de là, oui, si on leur donne une drogue, ils sont shootés, par exemple. Donc ils ont bien une vie psychologique et psychique. On les utilise pour plein d'expérimentations d'ailleurs. Alors on a bien compris ce qu'était L214. Il y a un retour sur les coûts de votre association. Mais juste avant une mise en garde, les images que vous allez voir sont difficiles. Elles sont toutes difficiles, même tout à l'heure la vidéo que tu vas nous présenter, Valentine, et que vous avez amenée, les images sont difficiles, mais elles sont nécessaires. Lilia, c'est à toi. Mais c'est en 2009 qu'on découvre votre association, quand vous vous infiltrez pour la première fois dans un abattoir. Voilà la vidéo clandestine tournée à l'intérieur de l'abattoir Charal à Metz. Des images difficilement soutenables, c'est incontestable. En 2014, vous publiez une autre vidéo choc. Des dizaines de poussins jetés à la poubelle, vivants, puis écrasés, étouffés. C'est l'association L214, Éthique et Animaux, qui a posté cette vidéo. Mais votre plus gros coup, c'est en 2015 avec cette vidéo tournée dans un abattoir bovin. Des images d'une extrême violence, tournées il y a quelques mois en caméra cachée dans cet abattoir d'Alès et rendues publiques aujourd'hui par l'association L214. Alors le ministre de l'Agriculture est obligé de réagir. Être d'une fermeté totale par rapport aux activités des abattoirs pour faire respecter le bien-être animal. Et depuis, vos images font régulièrement les gros titres des JT. 3 abattoirs, 3 scandales en seulement quelques mois. Une fois de plus, les images sont insoutenables et nous avons choisi de ne pas vous les montrer dans leur continuité. Ces images ont été tournées en caméra cachée par L214. 3e vidéo en moins de 6 mois qui dénonce des maltraitances animales dans un abattoir. L'association L214 dévoile de nouveaux cas de maltraitance animale. Et là donc on va maintenant regarder la vidéo inédite de L214. Valentine, on va voir quoi? Alors dans cette vidéo exclusive que vous diffusez pour la première fois chez nous, on va voir des poulets. Pendant un mois, vous vous êtes infiltré dans un élevage de Vendée. Le voici. Ici, les poussins arrivent un jour après leur naissance. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez filmé les poulets à des âges différents. À 12 jours, 19 jours, 26 jours
et 31 jours la veille du départ à l'abattoir. Donc on voit bien qu'à la fin de leur courte vie, ils ont un peu serré ces poulets. 35 000 poulets sur 1200 mètres carrés, c'est vraiment le grand maximum autorisé. Et comme ils sont boostés par des accélérateurs de croissance, ils grossissent très vite. Des têtes de poussins sur des corps de poulet, 1,4 kg en fin de vie. En fait, c'est des poulets obèses qui ont grossi trop vite. Certains ne tiennent pas debout, sont déplumés, d'autres meurent en cours de route. Dans ces conditions, difficiles d'échapper aux parasites et aux larves. Donc voilà, ce sont des images choquantes. Hein. Pourtant, ce n'est pas un cas isolé, puisque 82% des poulets viennent de ce genre d'élevage, et ceux-là viennent du groupe Doux. Alors Doux, c'est le roi du poulet. Vous connaissez forcément, puisque c'est Père Dodu, par exemple, les poulets panés, mais c'est surtout le producteur de volailles numéro 1 en Europe, le numéro 3 mondial, avec 517 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015, 2300 salariés présents dans plus de 100 pays. Bref, c'est gros. Et alors nous, on est surpris que les poulets que vous avez filmés viennent de chez Doux, parce que chez Doux, le bien-être animal est une préoccupation essentielle. Il y a même une charte du bien-être. Et puis on le voit bien, ils sont beaux, ces poussins Doux, dans leur publicité. Regardez, avec des poulets qui ont une belle crête rouge, des poussins qui respirent l'air de la campagne. Franchement, si on compare, on voit bien que ça colle pas. Alors on a voulu nous questionner Doux pendant plusieurs jours, aucune réponse à des mails, des appels, des SMS, sauf ce matin, le groupe a fini par me répondre par mail en disant qu'il était possible que les normes sanitaires n'aient pas totalement été respectées et qu'ils envisageaient de diligenter une enquête. Et puis côté ministère de l'Agriculture, on a envie de savoir ce qu'ils avaient à dire sur le bien-être animal. Pour l'instant, pas grand-chose, en tout cas pas maintenant, pas dans ce timing. Ils n'ont pas souhaité nous répondre pour ne pas s'associer à ce qu'ils appellent votre plan com au moment où vous êtes au tribunal pour un procès, pour vous être infiltré dans un précédent abattoir, ce qui vous a donc valu ce procès. Et les images ont été obtenues illégalement, comment vous avez fait? C'est une personne qui avait accès à cet élevage-là, qui avait accès, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le protéger. Un membre de l'association? Non, une personne qui travaille dans le milieu de l'élevage et qui avait accès à cet élevage-là. On a énormément en fait de personnes qui nous contactent, qui peuvent être des gens qui travaillent en abattoir, qui sont un peu écœurés de leur boulot, qui n'en peuvent plus, ou qui veulent dénoncer une situation. Après, on a aussi tourné quelques images. Là, du coup, on s'est fait infiltrer dans un abattoir du groupe Doux, où on voit aussi à quel point la cadence d'abattage de ces poulets et de ces oiseaux est importante. C'est-à-dire qu'on arrive à 240 poulets à la minute. 240 à la minute. C'est 200 000 poulets qui sont tués chaque jour dans cet abattoir de Doux. Et justement, est-ce que là, on voudrait comprendre, est-ce que c'est la faute du groupe Doux ou est-ce que c'est la faute des pouvoirs publics? C'est une faute collective. Faute collective. Aujourd'hui, on considère tellement les animaux comme simplement des produits qu'on a essayé de... Notre société, en fait, elle fait des bâtiments, puis quelque part, les animaux doivent s'adapter à ces conditions de vie-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout là-dedans. Puis là, on parle de bien-être animal et tout ça. Bien-être animal, en fait, c'est juste un maquillage pour essayer de faire avaler la pilule, quoi. C'est la pilule pour qu'on oublie de quelle façon sont élevés les animaux. En fait, on n'en sait rien du tout. Justement, vous avez des méthodes hyper radicales d'activistes qui agissent. Vous avez écrit une pétition, je crois, au ministère de l'Agriculture et au ministère de l'Écologie. Pourquoi vous n'appliquez pas au ministre vos méthodes radicales de militantisme? Une pétition, ça va... C'est faible, une pétition, par rapport à vos méthodes habituelles. Nos méthodes, en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est poser les cartes sur la table. C'est-à-dire montrer la réalité de ce qui se passe. Au départ, on distribuait des tracts. Donc et on organisait des conférences et on racontait ce qui se passait. Puis les gens nous disaient oui, mais c'est pas ici, c'est pas maintenant, c'est aux États-Unis, c'était il y a 20 ans. Et donc le fait d'aller chercher les images, c'est poser le constat de ce qui se passe ici, aujourd'hui, maintenant. Et en fait, le ministère, il est aussi obligé de se positionner par rapport à ça. Là, il va y avoir les états généraux de l'alimentation. On va discuter de l'alimentation, de ce qu'on mange, de comment sont élevés les animaux. Comment en parler s'il y a une face aveugle? Nous, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est que la lumière soit faite sur l'ensemble des conditions d'élevage, de façon à ce qu'on sache de quoi on parle, et pas seulement que les filières et le ministère, qui est quand même bien lié avec les filières, déroulent leur discours hyper rassurant pour essayer de nous faire continuer de manger, voire refaire remonter la consommation qui a un petit peu baissé. Et justement, les poulets, il faut en parler, quoi. Et puis proposer une pétition, c'est aussi donner au public un moyen d'action. Et on voit que ça peut avoir des répercussions politiques. Ça a été par exemple le cas de la pétition qui a permis la création d'une commission d'enquête sur les conditions d'abattage dans les abattoirs français.
Je vais vous poser une question à tous les trois. Est-ce que vous pensez que nos enfants connaîtront un jour un monde sans viande? Oui ou non? Sébastien? Ah oui, j'en suis absolument persuadé, parce qu'à l'allure où ça augmente, en quelques années, c'est juste délirant. On a 20 ans de recul, et en 20 ans de recul, on voit qu'il y a eu un boom du véganisme, le mot n'existait pas. Donc vous êtes optimiste? Je suis très très optimiste. Brigitte, vous pensez la même chose, j'imagine? Les enfants ou les petits-enfants? Jean-Baptiste? Je suis un peu plus pessimiste, mais je pense que l'urgence écologique conduira forcément les générations futures à questionner de façon très sérieuse leur consommation de viande. Oui. Merci d'être venu sur le plateau Merci de Quotidien. Merci de nous avoir fait confiance. Notre livre s'appelle L214, une voix pour les animaux. C'est aux éditions Arco. Quotidien continue.